Bonjour, bienvenue dans mon nouveau podcast. Nous allons parler aujourd'hui de sujets un petit peu diversifiés. Au moins, nous allons traiter deux thèmes. Le premier, ça va être les gilets jaunes. Et le second, ça va se baser sur nos différenciations physiques, c'est-à-dire sur la peau noire, la peau blanche, les traits du visage, le pourquoi de toute cette affaire-là. Donc, on va commencer par les gilets jaunes. Quand les Français ont voté Macron, moi-même, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi les Français ont élu ce monsieur-là. Je veux dire, c'est quelqu'un qui... ça aurait été du temps de Clinton... ça se comprend parfaitement parce qu'il y avait les moyens, l'Occident avait les moyens d'une telle politique, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Élire un tel président, c'est-à-dire ultra-capitaliste, dans un pays comme la France, où les strates sociales, c'est-à-dire les niveaux d'accès aux plus hautes fonctions sont très bloqués. Il y a beaucoup de plafonds de verre entre les classes du bas et les classes du haut, surtout en France, c'est connu pour ça. Donc il n'y a pas de respiration, c'est-à-dire on ne peut pas commencer de rien ici en France et parvenir comme ça aux plus hautes strates. Ça ne se fait pas comme ça, comme aux États-Unis. Donc cette réussite sociale, ce rêve américain, en France, il n'existe pas. Et on nous met comme ça un politicien ultralibéral. De plus, cette ultralibéralité ne peut pas faire tout ce qu'elle veut maintenant aux États-Unis. Au Brésil, c'est pareil. Et dans certains autres États. Et avec les actes aujourd'hui aussi qui vont dans ce sens-là, donc gouvernements et actes ici qui se manifestent en Occident, effectivement, disons que la finance internationale a tendance à se replier sur la France et à la pomper. Donc il y a une très grosse pression en plus. Alors moi je pense que déjà ce modèle de l'ultralibéralisme, il a été évacué des États-Unis parce que le peuple unien avait parfaitement compris que le rêve américain n'existait plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant faire d'appel d'air du haut vers le bas. Pour que la finance, comme ça, pour que cette pression financière, elle puisse être tolérable. Donc ils ont évacué ce modèle et puis les Français, je pense tout simplement, ou en tout cas ceux qui ont voté, ont pensé qu'ils allaient récupérer un beau joujou. La gauche mélenchonienne a aujourd'hui dans son sein des gens qui sont politiquement tout à fait crédibles pour avoir une pensée politique et conceptuelle au-delà d'un régime ultralibéral. Comme Juan Branco, par exemple, je l'ai écouté parler ces derniers temps, je le trouve très intéressant. Alors moi, je ne sais pas si, enfin, en tant que communauté, si vous pouvez voir quels sont mes abonnements, mais si vous pouvez avoir accès à mes abonnements, vous verrez que tous les abonnements que j'ai, ils sont apolitiques, sinon un qui est Florian Philippot. Donc vous connaissez maintenant ma tendance politique. On peut avoir une conjugaison de talents, simplement il ne faut pas se tirer dans les pattes. Il est très bien que ces forces de gauche puissent apporter quelque chose de positif, à condition bien sûr que le concept gilet jaune reste tel qu'il est, c'est-à-dire apolitique. Nous vivons avec des gens qui vous proposent de gérer vos affaires, mais sans mettre en hypothèque le numéraire, le bien, leur bien, correspondant à celui qu'ils prétendent vous gérer.
qui est le vôtre. Et quand il y a un problème, vous ne voyez plus personne. De toute façon, le gouvernement ne va pas, tout en gérant vos finances, il ne va pas vous montrer ce qu'il a gardé pour lui. Les choses sont très dégradées. Voilà pourquoi j'ai voulu aussi faire ce podcast, c'est que je reçois un petit peu des nouvelles, par exemple du nord de la France. Il y a quelqu'un qui travaille avec moi et qui, tous les soirs, vient faire une inspection dans les locaux techniques. Et donc, c'est quelqu'un qui vient du Nord. Et il me donne des informations de là-bas. J'aurais jamais cru que la France soit dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au Nord, en ce moment, qui ne se chauffent pas. Ils ne se chauffent pas l'hiver parce qu'ils n'ont pas de sous. Et bien l'humidité arrive, et avec l'humidité, on peut se dire que certaines maladies et misères, tôt ou tard, vont arriver. Donc à la limite, je vais laisser mes commentaires ouverts. Et s'il y a des gens qui ont envie de donner des informations sur effectivement les choses qui ne vont pas, qu'ils voient autour d'eux, les informations qu'ils ont autour d'eux, s'ils ont envie de les exposer, de les mettre par écrit dans les commentaires, eh bien je trouve que c'est souhaitable qu'il y ait déjà ce genre de choses qui se fassent. Ce qui cloche surtout dans ce mouvement, c'est en fait qu'il y a quand même, on a beau dire, mais il y a quand même des suprémacistes là-dedans. Alors moi, je suis pour le souverainisme. Je suis pour que les Français retrouvent leur souveraineté chez eux, soient maîtres de leur destin, mais non au suprémacisme. Si le suprémacisme continue dans les Gilets jaunes, le mouvement va avorter. On vit en ce moment en Occident, la société occidentale, je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, elle reçoit les technologies de l'Asie, elle reçoit les matières premières du Sub-Sahara, elle reçoit les énergies du Moyen-Orient, Maghreb. Et c'est une dette qui se fait au jour le jour. C'est-à-dire que l'Occident ne paye pas tous ces matériaux qu'il reçoit. On est loin du compte. Et ça, c'est la vraie dette. On parle de ce système dans lequel l'Occident est obligé d'être pour se maintenir à son niveau. Il y a 100 ans, l'Occident il proposait sa civilisation et l'extension de sa civilisation aux autres civilisations. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. C'est devenu une civilisation parasite. Or, je suis tout à fait d'accord que les Français reprennent leur souveraineté. Je suis tout à fait d'accord qu'ici en Occident, on reprenne sa souveraineté, mais on ne peut plus être suprémaciste. Il est très important que, effectivement, les Black Blocs sont entrés en jeu et qu'ils cassent ce suprémacisme qui était là pour qu'effectivement viennent s'ajouter sur les gilets jaunes d'autres couches de la société qui ne l'auraient pas fait sinon. Donc il faut vraiment bien nettoyer la chose pour que le mouvement puisse prendre plus d'ampleur, parce que sinon, tel que c'est pas suffisant. D'après ce que les élites nous disent par la bouche de Luc Ferry et même les CRS, la façon dont ils agressent la foule, tout ça me fait penser qu'il y a du beau monde derrière les CRS, que la chose risque d'empirer, que le gouvernement ne va pas partir comme ça. Me semble-t-il que le grand débat national est une couverture qui ne vient pas que de Emmanuel Macron, mais qui est agréée par certaines instances, au-delà des institutions françaises, pour éviter que les observateurs mettent trop le nez là-dedans.
Donc je pense que tout ça est une tactique qui est là et qui sent pas bon du tout. En ce qui concerne la violence, on ne peut pas effectivement là en ce moment faire un parallèle par exemple, mais il serait intéressant de pouvoir le faire. Alors ça serait plutôt par exemple entre Macron et El-Assad en Syrie. Simplement, bon, El-Assad, lui, il a beaucoup d'années de pouvoir. Alors Macron, comme je vous le dis, on ne peut pas faire un parallèle parce que il a beaucoup moins d'années de pouvoir, et puis il a commencé il y a 3 mois, mais vous voyez, je veux dire, il y a quand même pas mal de blessés parmi les gilets jaunes. Il y a énormément de garde à vue, énormément de répression qui se fait à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont perdu un œil, il y a des gens qui sont morts. Simplement, Hussein et El-Assad, c'est des gens qui sont pas soumis à la finance internationale. Et en fait, quand ils traitent avec la finance internationale, c'est toujours, ils veulent toujours s'en mettre plein les poches, mais pour eux, ils voient leur profit à eux. Ensuite, quand il reste des miettes, il l'offre au peuple. Macron, lui, en fait, c'est un agent de la finance internationale. Il n'essaie même pas de se mettre sur un pied d'égalité ou de tirer profit de cette finance. Il obéit comme une façon de promotion sociale. Et en fait, le peuple, il en fait ce que la finance internationale voudra qu'il en fasse. C'est un nouveau genre de tyran qui est en train de substituer le plus ancien, comme Hussein ou El-Assad. On est quand même dans un pays, ici en France, où il y a beaucoup de soumission. C'est pas tant de personne à personne que je dis ça, c'est de la personne par rapport aux institutions, par rapport aux éléments qu'elle a autour d'elle. Les gens ont tendance à déléguer. Vous avez des rôles ici très sclérosés, c'est-à-dire que effectivement les gens vont voir qu'on ne se sert pas d'eux et l'opportunisme gagne la France. La France, c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunisme et beaucoup d'opportunisme d'État. Ça se sent, ça pue l'opportunisme d'État là-dedans. Vous voyez la personne qui est en face de vous, elle va se dire « Tiens, ben, mon rôle, vous l'acceptez tel quel, vous ne me remettez jamais en question. » Et eh bien, je vais devenir un petit peu opportuniste. Aujourd'hui, on n'est plus dans une relation, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le maître, on n'a même plus le roi. C'est-à-dire on a des gens qui vont vous prendre pour des cons, tout simplement, qui n'en ont rien à faire de vous, qui vous voient assénant la tête, soumis à la situation telle qu'elle est, voilà, déléguant tout, et ils vont vous prendre pour des cons, et en fait, bon, bah, ils vont s'en mettre plein les poches, tout simplement parce qu'on délègue trop, on ne remet pas assez en cause des choses, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas des leviers sociaux. Avec Trump ou Bolsonaro, nous avons en fait un Occident protectionniste. Et avec une politique ultralibérale, mondialiste comme celle de Macron, l'Occident, il est dans ce qu'on appelle, dans un langage aujourd'hui correct, dans une contradiction. D'un côté, il favorise une politique où il continue à s'endetter, et de l'autre côté, il se protège en tant que civilisation. C'est une contradiction qu'il va falloir, de toute façon, gilet jaune ou pas gilet jaune, il va falloir la résoudre. Alors, j'attire votre attention sur une réunion qui s'est passée à Rungis le 19 janvier de cette année. Il y a eu une réunion avec Alain Soral, Jérôme Bourbon de Rivarol, Hervé Ryssen. Ils ont un petit peu expliqué ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Donc en fait, pour eux, il y a un gilet jaune de base.
Il y a un gilet jaune typique. C'est un Gaulois. Il travaille 12 heures par jour, il est agriculteur ou cheminot, il a des enfants à nourrir, il réfléchit pas trop et il est en colère. C'est-à-dire que les autres personnes, c'est pas des gilets jaunes. On est dans quelque chose de typiquement fantasmé par rapport à la réalité sociale. Ce gilet jaune que nous décrivent ces gens-là, c'est un gilet jaune, excusez-moi du peu, mais il va pas faire la révolution, il va rien renverser. L'avenir doit rester apolitique tout en acquérant une expérience politique. Donc, encore une fois, et je le redis, excusez-moi si je me répète, conjugaison de talent. C'est la France avec tous les gens, avec toute sa diversité, qui a envie de réécrire l'avenir, de réinventer un nouvel avenir pour la France, qui peut quelque chose. Sauf que Alain Soral, il développe quand même dans son argumentaire. Et je pense que on est vraiment à la dernière strate de sa carrière en tant qu'idéologue. Il développe encore une fois la stratégie du chaos. Donc, je vais vous en parler un petit peu de cette stratégie du chaos. Il sait parfaitement que l'Occident, un jour ou l'autre, va être confronté à un problème majeur. Et son rôle, c'est de pointer du doigt le prêteur. Donc il s'agit des Juifs. Pour que ces idées elles soient un petit peu plus méthodiques, il voudrait bien que Poutine lui vienne en aide, parce que Poutine il fait un petit peu la même chose chez lui, c'est-à-dire que lui aussi il est dans une stratégie de chaos, mais très très bien ficelée. C'est-à-dire que Poutine c'est pas Alain Soral. Poutine il a un gros problème avec sa finance internationale russe, donc spécifique à son pays. Et donc, en fait, il y a un très gros problème de mésentente entre cette finance internationale russe et l'État russe. Donc, ils sont obligés d'évacuer ce problème hors frontières. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec, par exemple, c'est ce qui est avec RT, Sputnik, et puis la finance internationale russe a d'autres couvertures, par exemple. Ce que la Russie apporte en ce moment au monde n'a pas de solution. C'est quelque chose qui est en attente d'une solution. Et en fait, Soral voudrait faire un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il voudrait une stratégie du chaos, mais hors frontières françaises. Donc en fait, il voudrait un petit peu refaire ce qui s'est passé avec les colonies, mais si vous voulez, de façon dématérialisée. On ne peut pas reprocher à Alain Soral d'avoir mis en évidence une certaine réalité. Simplement, ce qui est contestable, c'est la façon dont il place les éléments. C'est-à-dire qu'il ne met qu'une seule communauté comme étant la responsable de tout ce système financier. Il parle de communauté au lieu de dire une certaine élite au milieu d'une élite, donc une élite d'une élite. Tout le monde a exploité le peuple de tout temps, tout le monde a exploité son peuple pour en tirer des dividendes personnels. Vous avez les Saouds en Arabie Saoudite qui sont très classiques dans ce genre d'affaires. Vous avez Lakshmi Mittal, l'Indien, qui lui aussi a une façon de faire qui est beaucoup plus originale. Ce que je vous dis là, c'est un concept, ça s'appelle le bangstérisme. Donc c'est un petit peu le concept du bankster. Ce qui serait souhaitable, c'est que le mouvement des Gilets jaunes soit assez suprémaciste pour qu'il puisse s'étendre sur toutes les capitales du monde, en fait. Il serait bien d'exploiter d'autres voies aussi, c'est-à-dire qu'on devrait aller frapper à la porte de l'Élysée des grands banksters internationaux. Pour ça,
il faut prendre d'assaut tous les ports du monde, vers où transitent les marchandises. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça reste juste à Marseille. Il faut que ça s'étende partout dans le monde, au Caire et dans les autres grands ports internationaux. Les aéroports, vers où transite la marchandise, c'est pareil aussi. Que ce soit à Paris ou partout dans le monde, il faut vraiment que ça puisse s'étendre. Et à ce moment-là, oui, là vous allez voir dans l'Élysée des grands banksters des visages apparaître aux fenêtres pour voir ce qui se passe. Nous vivons dans une société où il y a surveillance continue du citoyen et une dépréciation du citoyen qui va avec, qui se traduit socialement par le déclassement, par le contrôle systématique, par le fichage, par beaucoup de choses. La dépréciation du citoyen est réelle. La première et la seule exigence que nous devons avoir maintenant, c'est de voir à quoi ressemble notre ennemi. Quels sont les noms, quels sont les visages. Et c'est après que les choses vont se régler, mais je pense que nous aurons à ce moment-là la réponse. Les réponses à ce moment-là vont arriver très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a encore quelques années derrière, personne n'osait représenter Lucie ou Aurorine avec la peau noire. Les plus grands experts n'oseraient dire que Lucie est négroïde, par exemple, ou un autre australopithèque, ou voilà, un autre préhumain du genre. Pour quelle raison ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pour quelle raison ? Eh bien, c'est très simple. C'est-à-dire que, à l'époque de Lucie et des autres, le monde était complètement différent de celui qu'il est maintenant. C'est-à-dire qu'il n'existait pas de différence entre le biotope subsaharien et le biotope turc, par exemple. On était en fait sensiblement dans le même biotope. En fait, il n'y avait même pas d'Afrique subsaharienne à l'époque. Ce qu'on appelle le Sub-Sahara de l'époque, c'était juste une excroissance de la latitude asiatique. Donc les premiers préhumains, comme vous le savez, ils viennent de cette latitude-là. Et ils sont passés tout naturellement vers le Sub-Sahara et à partir de là aussi vers le nord de cette latitude, donc vers l'Europe, Russie, etc. La peau noire et les traits négroïdes sont un effet très récent de l'histoire. J'ai envie de dire, par la même logique, que la peau blanche et les traits caractéristiques des personnes du nord de la latitude asiatique, c'est aussi un effet très récent de l'histoire. Il y a vraiment dans l'évolution des espèces des cycles qui se font. Donc il y a une certaine répétition. Il y a ce qu'on appelle un temps cyclique. Par rapport à cette expansion des homininés, donc au sud et au nord, on a eu les hominoïdes qui sont les ancêtres des homininés et qui ont eu aussi, eux, cette expansion. Et on constate avec étonnement, en fait, que les homininés font pareil, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine expansion. On peut se demander quelles sont les raisons. Qu'est-ce qui pousse cette expansion ? Par rapport au cycle, les mécanismes sont toujours les mêmes. Par rapport au sens de l'histoire, c'est là où ça change. Ce que l'on peut constater, c'est que les hominoïdes, la différence qu'ils avaient avec les anthropodes, qui étaient leurs ancêtres à eux, c'était que les hominoïdes n'avaient pas de queue. Il y a en fait cette rupture, l'un a engendré l'autre,
et c'est sûrement poser des questions sur l'autre. Et probablement, je pense qu'effectivement, que les anthropodes, à un certain moment, quand ils ont vu cette créature nouvelle devant eux, se sont posé la question de savoir qui était-elle. Les hominoïdes ont créé, en fait, un être nouveau qu'ils n'ont pas reconnu comme leur propre chemin évolutif. Et donc cet être-là, probablement aussi, il a été amené à s'expandre et les raisons, les mécanismes profonds de l'expansion de l'hominé rejoignent celles de l'hominoïde en son temps. Pour d'autres raisons du sens profond de l'histoire, qui sont des raisons qui sont une lutte entre la stratégie de groupe et la rationalité. Donc là les éléments de l'histoire profonde sont simplement différents des premiers. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Merci de votre visite et au revoir.